La séance est ouverte. Le compte-rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Je n'ai pas reçu d'observation. Je n'en vois point. Il est donc adopté sur les réserves d'usage. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi prorogeant l'application de la loi du 3 avril 1955 et relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste. Comme nous l'avons fait hier soir, à ma demande, nous voterons par scrutin public sur l'ensemble de ce projet de loi, conformément à l'article 60 du règlement. Je demande donc au président de groupe de préparer ce scrutin public. Dans la discussion générale, la parole est au rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire, notre collègue M. Michel Mercier. Vous avez la parole, monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, et mes chers collègues. La commission mixte paritaire, la décision de constitution a été prise par le Premier ministre, a été convoquée hier soir à 22 heures. Nous l'avions un peu préparée et elle est arrivée à une conclusion positive, en dépit de certains esprits qui prévoyaient que nous n'y arriverions pas, Monsieur le Ministre. Mais nous y sommes fort bien arrivés parce que c'était un rassemblement d'hommes et de femmes de bonne volonté et qui souhaitaient, dans les circonstances que vit le pays, de donner sur des bases claires un pouvoir renforcé au gouvernement pour pouvoir faire face à la menace terroriste. Je voudrais vraiment remercier tous les membres de la commission mixte paritaire, nos collègues députés, le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Rimbourg, et le rapporteur, M. Poplin, qui ont fait preuve de large ouverture d'esprit, et nous avons pu travailler, dialoguer avec eux et arriver à ce bon résultat. Je ne veux pas être très long, vous avez reçu les conclusions de la commission mixte paritaire et vous avez pu voir que ces conclusions, le texte qui ressort de la commission mixte paritaire, à deux exceptions près qui sont importantes. Tout accord est un compromis. Il ne peut pas y avoir d'accord où tout le monde aurait tout et puis d'autres rien. Donc nous avons, dès le départ, accepté de sacrifier deux éléments de notre texte, la création d'un délit de séjour sur zone à l'étranger où opèrent des groupes terroristes, et également, nous avons accepté d'écarter la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté. Ceci étant dit, nous retrouvons pour l'essentiel dans le texte de la commission mixte paritaire toutes les dispositions que le Sénat a votées hier après-midi. Alors, je ne veux pas en faire la longue liste parce que vous connaissez tout cela, mais je voudrais insister sur quelques points. S'agissant des pouvoirs donnés à l'autorité administrative pendant la période d'état d'urgence, nous proposons de voter des dispositions qui facilite la fermeture des lieux de culte dans lesquels sont tenus des propos incitant à la haine, à la violence ou à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Également, nous proposons de voter, au nom de la commission mixte paritaire, des dispositions permettant à l'autorité administrative d'interdire tout cortège, défilé ou rassemblement dont elle ne pourrait pas assurer la sécurité des participants par des moyens adaptés. Moyennant un ajustement rédactionnel apporté en commission mixte paritaire, proposons qui renforce le dispositif permettant au préfet d'autoriser par décision motivée des contrôles d'identité, des visites de véhicules ainsi que l'inspection visuelle des bagages et leurs fouilles. C'est une disposition très importante qui va permettre à l'autorité administrative de procéder à de tels contrôles sans avoir à justifier de circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public, comme l'exige en temps normal le Conseil constitutionnel.
C'est là l'essentiel des pouvoirs nouveaux accordés à l'autorité administrative, mais comme nous l'avions indiqué dès le début de la discussion de ce texte, pour que l'on puisse accepter de proroger l'application de l'état d'urgence, il fallait qu'on puisse aller plus loin que l'état d'urgence que nous connaissons actuellement et que, notamment, des mesures à caractère permanent de lutte contre le terrorisme puissent être adoptées. Et il y a un certain nombre de points qui ont été adoptés par la commission mixte paritaire à partir des propositions du Sénat, notamment dans le cadre du régime d'assignation à résidence créé par l'article 52 appliqué de la loi du 3 juin 2016, applicable aux personnes de retour d'une zone à l'étranger. Eh bien, nous avons porté de 1 à 3 mois le temps de cette assignation. Nous avons supprimé la limitation à 2 ans du délai maximal d'interdiction de sortie du territoire. Nous avons décidé de l'augmentation de la durée maximale de la détention provisoire pour les mineurs de 16 à 18 ans mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Nous sommes passés de 20 à 30 ans pour le quantum de la réclusion criminelle applicable aux crimes terroristes et nous avons adopté la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour les étrangers condamnés pour un acte de terrorisme. Nous avons facilité l'armement des polices municipales et s'agissant du régime plus rigoureux d'application des peines pour les personnes condamnées pour actes de terrorisme, la CMP a renforcé la disposition votée par l'Assemblée nationale en première lecture en prenant 2 points supplémentaires dans les propositions du Sénat. Et la CMP a également validé les 2 articles introduits par le Sénat améliorant l'efficacité de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, de même que les apports de nos collègues Roger Karoutchi et de Mme Garriaud-Maylam pour le CSA. Ces mesures sont de nature à renforcer considérablement les pouvoirs de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire. Nous sommes restés dans le cadre constitutionnel qui est le nôtre. Je tiens à le rappeler. Il ne s'agit pas pour nous, d'aller au-delà de ce que prévoit la Constitution et de ce que prévoit le droit existant. Donc, l'autorité administrative, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire disposent désormais d'un arsenal qui doit permettre à la France de faire face au terrorisme. Le devoir des élus de la nation, c'est de donner aux autorités exécutives et à l'autorité judiciaire les moyens de mettre en œuvre la politique de lutte contre le terrorisme. Tous, nous sommes ici attachés à ce que cette lutte difficile, longue, soit un succès. Je crois que désormais, en votant ce texte, nous y concourrons, nous aussi, puissamment. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est maintenant à Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre. Merci donc, monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs. Une semaine après l'attentat de Nice, l'émotion reste intense, immense dans notre pays. En visant la France un 14 juillet, en tuant aveuglement 84 innocents, le terrorisme s'en est pris aussi à nos symboles, à notre devise, à nos valeurs. La volonté du gouvernement est claire et je sais qu'elle est partagée par la représentation nationale. Nous ne laisserons pas le terrorisme diviser notre pays, nous ne laisserons pas le terrorisme fragiliser notre société, nous ne laisserons pas le terrorisme fissurer la République. Dans ces moments, il n'y a pas de place pour la division, il n'y a pas de place pour la dispersion. Et je crois qu'en nous réunissant cet après-midi pour examiner les conclusions de cette commission mixte paritaire sur le projet de loi de prolongation de l'état d'urgence,
nous faisons la démonstration de cette unité face à la terreur. L'unité, ce n'est pas l'absence de débat, de contrôle ou d'évaluation, mais je tiens à le dire, le débat, ce n'est pas la remise en cause systématique de l'action de l'État, de nos forces de l'ordre, de nos services de renseignement, à laquelle certains ont cru pouvoir se livrer. La France est une démocratie vivante, avec des institutions solides. C'est sa force. Le débat a eu lieu mardi soir à l'Assemblée nationale, hier après-midi ici au Sénat, et je salue tout particulièrement la qualité des débats de votre Assemblée, qui a su faire preuve de grande sagesse en commission comme en séance publique. Tous les arguments, toutes les propositions ont pu être écoutées. Le gouvernement a accepté que son texte évolue et je me réjouis qu'un accord ait pu être trouvé entre les deux assemblées la nuit dernière. Un accord, symbole de l'unité de la nation, de ses représentants face au terrorisme, c'est ce que les Français exigent de nous. La responsabilité de l'État, du gouvernement, du Parlement, notre responsabilité collective, c'est d'abord de prévoir les moyens humains et les outils juridiques nécessaires à une lutte efficace contre le terrorisme. Concernant les moyens humains, vous le savez, le président de la République a décidé de maintenir l'opération Sentinelle, mobilisant ainsi 10 000 militaires. Cela permettra prioritairement d'assurer le contrôle des flux aux frontières, dans les gares, les aéroports, et de sécuriser les grands rassemblements estivaux. Cette présence sera rééquilibrée de manière pérenne entre Paris et la province. Nous avons aussi décidé de mobiliser la réserve opérationnelle civile qui compte déjà 12 000 volontaires. C'est essentiel pour venir en aide à des forces de l'ordre soumises à rude épreuve ces derniers mois. Donner à nos forces de l'ordre des moyens supplémentaires pour agir après cet attentat, c'est aussi l'objectif du projet de loi que nous examinons aujourd'hui. L'état d'urgence est un régime réactif et efficace. Il a fait ses preuves. Depuis le 14 novembre 2015, ce sont 3 594 perquisitions administratives qui ont été menées. Elles ont permis la saisie de 756 armes. Elles ont conduit à l'ouverture de 600 procédures judiciaires. C'est pourquoi le président de la République a décidé sa prolongation dans la nuit du 14 juillet. Cette prolongation a nécessité un travail intense des deux assemblées. Et je tiens à remercier le président du Sénat qui a permis l'examen de ce texte dans les meilleures conditions. Je souhaite également remercier le président Philippe Bas qui a réuni la commission des lois dans les meilleurs délais. Dès mercredi matin, malgré l'adoption du texte à une heure avancée, très avancée, de la nuit par l'Assemblée nationale, ainsi que le rapporteur Michel Mercier, qui a joué un rôle essentiel pour que la commission mixte paritaire puisse proposer aujourd'hui un texte à l'approbation du Sénat. Je crois que lors de nos débats, nous avons su, gouvernement et parlementaires de toute sensibilité, nous retrouver sur l'essentiel. Ce travail a permis d'enrichir le texte initial de plusieurs dispositions nouvelles et le Sénat a naturellement joué un rôle majeur dans ce travail d'enrichissement. Le gouvernement s'était fixé une ligne pour l'élaboration de ce texte, adopter des mesures réellement efficaces tout en respectant la Constitution et nos principes fondamentaux. Je crois que les propositions faites par le Sénat, même si des désaccords peuvent exister avec le gouvernement, s'inscrivent dans cette philosophie, ce qui n'a pas toujours été le cas. Dans vos débats, je n'ai pas entendu parler, lorsqu'il s'agissait de défendre la Constitution, par ailleurs écrite par le général de Gaulle, ou du moins sous sa direction, je n'ai pas entendu parler de juridisme, de questions secondaires. J'ai entendu parler de principes républicains, de principes constitutionnels, dans la diversité des opinions, mais il est clair que la manière dont le débat a pu se dérouler, notamment à l'Assemblée nationale, dans cette nuit d'il y a 3 jours, est encore présente à nos oreilles, montrant, me semble-t-il, un certain nombre de préoccupations qui ont été d'ailleurs ressenties par beaucoup de nos concitoyens.
Le texte qui vous est soumis cet après-midi repose donc sur deux piliers, un renforcement de l'état d'urgence d'une part et une consolidation des mesures de droit commun de lutte contre le terrorisme d'autre part. Le premier pilier, celui de l'état d'urgence, a été enrichi par les deux assemblées. Tout d'abord, en étendant la durée de cette prorogation de 3 à 6 mois, à la suite des récentes décisions du Conseil constitutionnel. Le gouvernement avait assorti, vous le savez, les perquisitions administratives d'un régime de saisie de données numériques. À l'initiative de l'Assemblée nationale, la retenue sur les lieux de la personne faisant l'objet d'une perquisition administrative sera désormais possible. Une mesure permettant les fouilles de bagages, de véhicules et de contrôle d'identité a été adoptée. Vous y avez également travaillé et un accord sur ce point a pu être trouvé en CMP. Le second pilier relève de l'initiative du Parlement. Il démontre combien les parlementaires se sont saisis de la question de la lutte antiterroriste. Certaines mesures viennent consolider l'infraction d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, qui est, vous le savez, la clé de voûte pénale en matière de lutte antiterroriste. D'autres légalisent la pratique d'ores et déjà mise en œuvre par le juge concernant l'application des peines dans la lutte pour des faits de terrorisme. D'autres encore consolident les mesures de la loi renseignement dans le domaine de la lutte antiterroriste. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, les Français attendent de nous une réaction à la hauteur de l'attaque que nous avons subie. Ils ne comprennent pas que l'on puisse nourrir de vaines polémiques. Ils savent parfaitement que la situation est complexe, que le combat pour l'éradication du terrorisme sera long et qu'il fera peut-être, malheureusement, encore des victimes sur notre sol. Et je crois sincèrement que le débat que nous avons eu répond à cette exigence. Je veux encore une fois saluer votre travail, celui de vos collègues députés, car dans votre immense majorité, vous avez examiné ce texte avec l'envie d'apporter des solutions, des outils concrets à nos forces de l'ordre et de renseignement. Vous avez examiné ce texte avec l'exigence de responsabilité et d'unité qui doit être celle de tous les républicains quand la cohésion nationale est menacée. Au moment où vous vous apprêtez à adopter ce texte, je veux enfin vous dire que le Président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur sont absolument déterminés à tout mettre en œuvre pour remporter la guerre contre le terrorisme. Je tiens aussi, au nom du gouvernement, à remercier les forces de l'ordre qui, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, auquel j'apporte mon entier soutien, agissent chaque jour, parfois au péril de leur vie, pour combattre les terrorismes. Nous remporterons ce combat. Les mesures de cette loi nous y aideront. C'est la raison pour laquelle je vous appelle à apporter une très large majorité au texte qui vous est soumis aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Dans la suite de notre discussion générale, la parole est au président Jacques Mézard pour le groupe du Rassemblement démocratique social et européen. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La grande majorité du groupe que j'ai l'honneur de représenter votera le texte de la CMP. Nous avons tenu compte, et j'y reviendrai, des évolutions du texte entre le texte voté par le Sénat et le texte adopté par la CMP. Mais in limine, je voudrais dire que face au drame qui a touché encore tant de familles, et j'ai encore aux oreilles les propos de notre collègue Madame Estrosi Sassonnière et le cri du cœur qui était le sien, face à ce qui se déroule, effectivement, si malgré un certain nombre de réticences que j'ai eu l'honneur de vous exposer hier, nous votons le texte de la CMP, c'est par rapport fondamentalement au message de rassemblement et de confiance qu'il faut à la fois témoigner à nos concitoyens et, par ce message, leur dire que, au-delà des différences, au-delà de ce qui très légitimement en République oppose les uns et les autres, il y a au-dessus l'intérêt général et le sens de l'État et de la République.
Mais cela non plus ne doit rien effacer. Un jour, il faudra bien revenir sur les causes et les raisons de ce qui s'est passé. Ce n'est pas le temps aujourd'hui. Pourquoi nous votons ce texte très majoritairement ? Je viens de le dire, je viens de dire la raison fondamentale aussi, et je l'ai exprimé fortement hier, monsieur le rapporteur, des amendements que vous aviez ajoutés, des excroissances inopportunes, pour nous constituer une ligne que nous ne pouvions pas franchir en fonction de la tradition et de notre attachement à des valeurs de liberté qui sont constitutives de ce que doit être la République. Voilà donc l'évolution que nous faisons en votant majoritairement ce texte. Ce texte qui, mes chers collègues, est plus le texte de l'opposition nationale que celui du gouvernement. Ce qui révèle à la fois une certaine fragilité de l'exécutif, et je le dis tel que je le pense, et aussi, monsieur le rapporteur, votre immense habileté diplomatique que chacun se plaît à souligner à longueur de journée. Ce que l'on peut aussi relever, c'est la dignité de nos débats au Sénat de la République. Monsieur le ministre, quand j'entends nombre de vos camarades faire le procès du Sénat de cette anomalie de la République, je crois que, hier encore, le Sénat de la République a montré ce que devait être l'expression de la démocratie représentative dans la République française. Et pour aller jusqu'au bout, quand on parle de co-construction, il eût été bon, et là je m'adresse tant aux représentants du gouvernement qu'à mes excellents collègues de la commission des lois, président et rapporteur, il eût été bon que la co-construction s'adresse aussi aux groupes minoritaires. Car là, nous ne sommes pas dans un progrès démocratique et l'urgence n'explique rien et n'excuse rien en la matière, et j'ai l'habitude de dire les choses telles qu'elles sont. Et que ce soit un exemple aussi de ce qu'il ne faut pas faire pour l'avenir. J'ai dit hier, et si je le dis, mes chers collègues, sans sourire, c'est parce que je pense que ce n'est pas une bonne chose pour le fonctionnement de nos institutions. Et je le dirai de la même manière au ministre de l'Intérieur, pour lequel j'ai une estime considérable que je n'ai jamais manqué de redire. Mais si nous avons besoin d'adresser ce message à la nation, si c'est indispensable, parce qu'à juste titre, nos concitoyens attendent de nous à la fois un message de rassemblement, mais aussi des mesures et du concret. Il faut aussi que nous ayons le courage de leur dire que ce n'est pas l'accumulation des textes qui résout toujours les problèmes. Parce que, et je souhaite de tout mon cœur qu'il n'y ait pas de nouvel attentat. Mais s'il y en a d'autres, quelles nouvelles mesures devrons-nous prendre? Et cela, c'est une vraie question. Parce que l'on peut nous dire aussi, à force de cumuler les textes, nous en sommes au 5e sur la même question. Je disais hier, monsieur le rapporteur, faites-nous la liste de ce que vous avez oublié pour la prochaine fois. Il faut que nous nous rendions compte que ce qu'attendent nos concitoyens, ce sont rassurer, mais aussi conforter nos forces de sécurité. Il ne peut pas y avoir, en tout cas, que l'on soit de droite, de gauche, du centre, il ne peut pas y avoir de faille dans les moyens matériels et humains que nous devons mettre à disposition des forces de sécurité qui n'en peuvent plus, qui sont depuis des mois dans des conditions terribles pour assumer la sécurité de nos concitoyens. Et ça, c'est la vraie urgence, c'est ce dont nous avons besoin. Et puis, je le redis aujourd'hui, il est un temps où il faudra parler de la politique étrangère menée par les gouvernements successifs de ce pays, car depuis 10 ans, c'est une faillite
de notre politique étrangère et elle est en partie, pour être mesurée, responsable des drames que connaît la République française. La France, depuis 10 ans, fait des erreurs et nous en sommes tous, d'une manière ou d'une autre, responsables. Et puis un dernier mot, Monsieur le Président, et je m'adresse au président de la Commission des lois et au rapporteur, il y a un comité de suivi. Ce comité de suivi, il ne doit pas être une caution. Il doit, et il ne l'a pas été, mais par rapport aux 6 mois qui viennent, il doit faire son travail avec constance, avec efficacité, que cela fasse plaisir ou non au gouvernement, quel qu'il soit. Voilà ce que je voulais vous dire en assurant le Sénat que la grande majorité de notre groupe, avec conviction, soutiendra les efforts de tous pour lutter contre un terrorisme inadmissible. Merci. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant au Président Philippe Bas pour le groupe Les Républicains. Jean-Philippe. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, lors de nos débats hier, chacun d'entre vous avait manifestement présent au cœur toutes ces vies arrachées, chacune si précieuse. Et cette tragédie nous oblige, elle nous oblige à la dignité. J'espère et je crois que notre Haute Assemblée a donné cet exemple de dignité. Elle nous oblige aussi à l'efficacité. Alors, bien sûr, la loi ne peut pas tout. Ce serait tellement mieux si elle pouvait tout. Bien sûr, nous le savons bien, la loi est imparfaite. C'est d'ailleurs pour ceci que nous remettons sans cesse l'ouvrage sur le métier pour donner de nouveaux outils au gouvernement, au ministre de l'Intérieur, au préfet. Et sans doute devrons-nous le faire encore. Car autant il serait vain de réagir à l'événement en brandissant à chaque fois l'arme de la loi, autant il serait regrettable de renoncer aux améliorations législatives qui nous permettent de renforcer les pouvoirs de la police, les pouvoirs de la justice pour faire progresser la protection des Français dans un contexte dont chacun perçoit à quel point elle est menacée et le restera malheureusement, malgré tous nos efforts, ceux du gouvernement, ceux des juges, ceux des forces de sécurité, pendant un long temps, hélas. Fallait-il prolonger l'état d'urgence? Non. Il ne le fallait pas si c'était simplement pour reconduire l'état d'urgence tel qu'il était pratiqué jusqu'au 14 juillet, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui dans l'attente du vote de cette loi. Mais reconduire l'état d'urgence en renforçant les pouvoirs des préfets, en facilitant les contrôles d'identité, en facilitant les fouilles des bagages, les fouilles des véhicules, en permettant, quand le préfet estime ne pas avoir les moyens d'assurer la sécurité d'un rassemblement festif, d'un regroupement sur la voie publique, qu'on interdise ces rassemblements et ces regroupements, même s'il en coûte pour beaucoup de nos concitoyens de devoir modifier leurs habitudes et d'être confrontés jour après jour à cette idée que la menace est présente, alors là, oui, il fallait le reconduire. Si c'est pour légiférer en renforçant, comme nous l'avons souhaité avec Michel Mercier, les pouvoirs des procureurs, des juges d'instruction, les peines applicables à tous ceux qui se rendent complices d'une manière ou d'une autre du terrorisme, alors là, oui, il fallait prolonger l'état d'urgence. C'est ce que nous avons voulu faire, c'est ce que nous avons dit dès lundi matin. Et c'est ce que nous avons fait en collaboration avec le gouvernement, avec l'Assemblée nationale.
au sein de la commission des lois, en présence de nos collègues sénateurs de tous les groupes politiques de cette Assemblée qui ont participé à ce travail. Nous avons voulu ainsi montrer cette belle image d'une représentation nationale au travail pour faire tout ce qui est en son pouvoir pour renforcer la sécurité des Français, tellement menacés. Nous avons décidé de porter à 6 mois l'état d'urgence. Mais en contrepartie, nous exigeons, et je remercie le président Mézard d'avoir insisté sur ce point, nous exigeons que le contrôle parlementaire soit renforcé. Certes, nous n'aurons pas de vote dans 3 mois, alors que nous avons eu des votes tous les 3 mois. Mais chaque jour, nous serons à l'œuvre. Et je proposerai à la commission des lois, je l'ai fait cette semaine, de reconduire la mission dont Michel Mercier a été le rapporteur. Et soyez tranquille, cher président Mézard, il sera vigilant, nous serons tous vigilants à ses côtés. Et d'ailleurs, la loi que nous allons voter dans un instant renforce les pouvoirs de contrôle du Parlement et impose au gouvernement d'augmenter encore l'information qu'il donnera au jour le jour aux assemblées parlementaires. Et c'est pour nous très important. Alors bien sûr, même s'il faut relativiser le pouvoir de la loi face à cette insécurité à laquelle nos concitoyens sont confrontés, il faut absolument que la loi fasse tout ce qui est en son pouvoir à elle. Et c'est ce que nous faisons avec cette loi prorogeant, étendant l'état d'urgence et renforçant les moyens de la lutte antiterroriste. L'essentiel, naturellement, c'est aussi la mobilisation de nos forces de l'ordre. Hommage leur a été rendu à de nombreuses reprises pour cette mobilisation jusqu'à l'épuisement et qui doit continuer avec les renforts nécessaires. Et nous soutenons l'idée que des renforts sont nécessaires. Et je remercie notre collègue Roger Karoutchi d'avoir présenté un amendement en ce sens. Il a été maintenu par la commission mixte paritaire. Nous avons confiance dans les forces de l'ordre, nous avons confiance dans la justice et nous appelons l'exécutif à exercer pleinement, comme il dit le faire et vouloir le faire, la responsabilité ultime qui est la sienne dans le maintien de l'ordre, sous le contrôle du Parlement. Mais nous devons aussi lancer à nos concitoyens un appel à la vigilance. Pouvons-nous continuer à vivre comme si de rien n'était? Certainement pas. L'actualité des 18 derniers mois le prouve. Oui, restons droits dans nos bottes face aux difficultés qui nous sont imposées et qui nous assaillent avec ces attentats terroristes, mais en même temps, sachons que quand c'est une situation de guerre, puisque le mot est si souvent utilisé, on ne peut pas vivre en guerre comme on vit en paix. Et disons-le à nos concitoyens, mes chers concitoyens, acceptez les contrôles d'identité, acceptez les fouilles des bagages et des véhicules, acceptez qu'on interdise des feux d'artifice, car nous ne pouvons pas vivre comme nous vivions avant. Cela prendra peut-être plusieurs années, mais c'est le prix à payer. Que les forces de l'ordre ne soient pas seules, que les Françaises et les Français accompagnent cet effort national en pleine conscience des risques pour la sécurité auxquels nous sommes confrontés. Je me réjouis, grâce au travail remarquable, à la force de conviction et pas seulement à l'habileté diplomatique de notre collègue ancien garde des Sceaux, Michel Mercier, rapporteur de ce texte, que nous ayons abouti à un accord qui, il faut le dire tout de même, reprend l'essentiel des propositions du Sénat. Et je remercie le gouvernement d'y avoir été attentif en allant beaucoup plus loin qu'il avait décidé d'aller quand il a adopté en Conseil des ministres le texte de ce projet de loi. Si ce projet de loi est réellement plus protecteur pour les Français, mes chers collègues, n'hésitons pas à le dire. Les autres ne le diront pas à notre place. C'est grâce à l'action du Sénat. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant à Madame la Présidente Éliane Assassi pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Madame la Présidente. Vous avez la parole, Madame la Présidente. Je ne sais jamais, mais il y a peu de risque, Monsieur Karoutchi. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en politique comme dans la vie en général, vous devriez le savoir, la précipitation est souvent mauvaise conseillère.
Agir vite dans des situations de crise est une absolue nécessité, ce qui ne s'oppose pas quand même au discernement et à la lucidité. Le 13 novembre, il fallait agir et l'état d'urgence était pleinement justifié pour les jours qui ont suivi le massacre du Bataclan, car la présence d'un groupe actif militarisé et des soldats de Daesh était identifiée. L'état d'urgence est un état d'exception. État d'exception que le Premier ministre lui-même avait refusé au lendemain des assassinats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher. Il ne peut être permanent, comme M. le ministre de l'Intérieur l'a rappelé hier, en contradiction totale, puisque incompréhensible avec la prorogation de 6 mois acceptée par le Président de la République et le gouvernement. Dès le 20 novembre, j'ai émis des doutes sur le fait d'instaurer dans la durée un dispositif qui limite l'état de droit, restreint les libertés individuelles et publiques. Depuis 30 ans, les dispositifs antiterroristes sont renforcés, empilés, alors que les drames se sont multipliés, aggravés, au point de tourner au cauchemar depuis janvier 2015. C'est le paradoxe de la fuite en avant sécuritaire à laquelle nous assistons depuis janvier dernier, poussée à son paroxysme depuis la barbarie de Nice. L'aveuglement paraît total. Chacun sait ici, je l'ai dit hier, que le risque zéro n'existe pas, que l'état d'urgence a fait la preuve de son inefficacité, tout en rajoutant de la tension à la tension dans la société et en épuisant nos forces de sécurité. Chacun sait également que les choix opérés, particulièrement à l'occasion de ce projet de loi, satisfont pleinement Daesh au niveau international et au niveau de notre pays. Le Front National, qui, monsieur le ministre, se paie le luxe de voter votre texte, certes coécrit avec une droite parlementaire, sous la pression électorale des partisans de Marine Le Pen. Et je note d'ailleurs qu'ils n'ont pas fait l'effort aujourd'hui, nos collègues du Front National, d'être présents sur nos bancs pour voter les conclusions de cette CMP. Mes chers collègues, la réduction des libertés publiques, l'acceptation d'un état de guerre est l'objectif premier des islamistes radicaux qui espèrent ainsi déstabiliser notre démocratie. Oui, je suis inquiète d'assister à cette union si large autour d'un certain jusqu'au-boutisme sécuritaire. Le spectre est large, d'élus socialistes à des élus Front National, donc le spectre est très large. Monsieur le ministre, le courage politique n'aurait-il pas exigé de tenir un discours de vérité à notre peuple comme l'avait fait le président de la République quelques heures avant l'attentat? L'état d'urgence est devenu inutile. L'application des lois existantes et surtout la mise en œuvre de moyens considérables peuvent permettre, bien entendu, de faire face à la menace. Pourquoi avoir choisi la voie de l'incohérence en prorogeant un dispositif que chacun, à droite comme à gauche, présentait comme inutile? Résultat, monsieur le ministre, le gouvernement est placé sous la pression immédiate d'une opposition en prise avec ses préoccupations préélectorales et sous la pression de l'émotion justifiée, d'une opinion effarée par les images de Nice, complaisamment diffusées par les médias télévisés jusqu'à l'écœurement. Oui, l'attaque sauvage de Nice exigeait de prendre le temps de la réflexion étant donné son caractère atypique et imprévisible. Nous pouvions le faire, monsieur le ministre, puisque nous étions en état d'urgence jusqu'au 26 juillet. Et ensuite, peut-être aurions-nous dû prendre des mesures les plus adaptées, quitte effectivement à proroger l'état d'urgence. La polémique qui enfle depuis hier sur les moyens effectifs mis en œuvre par l'État pour faire face à la menace lors de tels rassemblements populaires montre bien qu'il s'agit maintenant essentiellement d'une question financière, d'une question de mobilisation de la société pour empêcher de nuire des individus fanatisés, psychologiquement faibles ou déséquilibrés, non surveillés, car non suspects. Je l'ai rappelé hier, il faut faire le choix d'un état d'urgence populaire. La solidarité, le retour des services publics doivent permettre de limiter au maximum les risques. La police et la justice sont exsangues, il faut rétablir la police de proximité. Et la justice, quels moyens de suivi psychologique ou social? La prison? Comment agir contre la radicalisation dans les prisons surpeuplées? L'école, les collectivités, les associations doivent être en première ligne dans cet état d'urgence populaire, véritable sursaut démocratique et social. Notre politique internationale également doit être revue de fond en comble dans cette région du monde. Le drame d'hier en Libye, avec la mort de 3 soldats français, montre que les tentatives de rattraper des choix stratégiques, ceux de M. Sarkozy en l'occurrence, catastrophiques, qui ont ouvert le boulevard à Daesh,
risque d'être vain si la collectivité internationale ne s'unit pas sous l'égide de l'ONU pour rétablir durablement la paix dans cette région dévastée du Proche et du Moyen-Orient par des intérêts géopolitiques et économiques des grandes puissances et puissances régionales. Monsieur le ministre, le gouvernement et sa majorité parlementaire ont beaucoup cédé depuis 48 heures. La prorogation est passée de 3 mois à 6 mois et un nouveau palier est franchi dans la réponse pénale, inefficace et par nature contre des martyrs ou des fanatiques, sur initiative de la droite, applaudie par les quelques parlementaires du Front national. Un symbole grave imprègne ce texte le jour du 49.3 imposé pour faire passer à la hussarde la loi travail, toujours rejetée par 71% des Françaises et des Français, et toujours sans majorité parlementaire. Et vous avez, le gouvernement et la droite, aménagé la procédure d'interdiction de manifester pour la rendre plus opérationnelle. Cette mesure de renforcement de l'interdiction de manifester dans le cadre, alors on l'appelle comme on veut, interdiction de cortège, etc., mais au bout d'un moment, la sémantique a ses limites. Il s'agit de s'attaquer au droit de manifester. Dans le cadre de l'état d'urgence, confirme nos craintes et celles de nombreux démocrates sur l'influence détestable de l'état d'urgence sur les droits politiques et sociaux. Le groupe communiste républicain et citoyen, qui est un groupe composé de sénatrices et de sénateurs communistes éminemment responsables, et qui ne font aucunement preuve de laxisme. Le groupe communiste républicain et citoyen, je le dis solennellement, votera résolument contre ce projet de loi sous influence. Il réaffirme que seul Je vais poursuivre, Monsieur le Président. Il réaffirme que seule une mobilisation positive de la société, l'ouverture d'une espérance politique et sociale permettra d'affronter... Non mais Monsieur Charon, si vous voulez parler, vous montez à la tribune, d'accord? Donc tout ceci permettra d'affronter le défi de Daesh et de réaffirmer la force du vivre ensemble, mais visiblement, ça, vous ne connaissez pas, Monsieur Charon. Merci Madame la Présidente. La parole est maintenant à notre collègue Jean-Pierre Sueur, pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous ne pouvons pas être heureux d'avoir dû voter ce texte et de le voter encore tout à l'heure. Pourquoi? Parce que si nous votons ce texte, c'est parce qu'il y a eu l'horreur du terrorisme. Mais j'ai le sentiment, mes chers collègues, j'ai la conviction que nous avons le devoir de le voter. Nous avons le devoir de le voter par rapport à l'ensemble de nos compatriotes, de voter ce texte qui a été présenté à l'initiative du président de la République, François Hollande, par le gouvernement, le Premier ministre et l'ensemble des ministres. Monsieur le ministre, nous sommes solidaires de cette démarche. Et je voulais dire ici que si nous assumons pour nous ce devoir de voter ce texte, chère Éliane Assassi, ce n'est pas parce qu'il y a eu la pression sur nous du Front national, comme vous l'avez déclaré. Nous votons ce texte parce que nous considérons, en toute liberté, indépendance, chacun avec nos convictions qui sont différentes, que nous devons le voter par rapport à la sécurité des Français et par rapport aux mesures de rigueur qui sont nécessaires, parce que nos adversaires, parce que nos ennemis, ce sont des barbares qui ne respectent pas la civilisation qui est la nôtre, ni la République qui est notre bien commun. Voilà pourquoi nous allons voter ce texte, comme l'ont fait 13 membres sur 14 de la commission mixte paritaire, et nous respectons ceux qui ont exprimé un autre choix. Pour le groupe socialiste, il était important qu'il y eût dans ce texte deux choses. Premièrement, plus de rigueur, plus de sévérité et plus d'efficacité
pour mettre en œuvre l'état d'urgence, c'est clair. Après ce que nous avons vécu, eh bien, nous ne pouvons pas faire autre chose. Deuxièmement, parce que ce texte respecte entièrement l'état de droit. J'en prendrai plusieurs exemples. Premièrement, s'agissant des lieux de culte, nous avons dit hier que le texte, monsieur le rapporteur, ajoutait une précision utile. Et cette précision, elle s'applique aux fondamentaux de notre droit. Mes chers collègues, il est inadmissible qu'en tout lieu et dans un lieu de culte, quel qu'il soit, il y ait des paroles qui soient des paroles incitant au terrorisme, au meurtre, à la haine, à l'antisémitisme, au racisme. Cela est réprimé, doit être réprimé en vertu des textes que nous avons en partage. Deuxièmement, nous avons approuvé le fait que la commission mixte paritaire ne retienne pas la rétention de sûreté. Nous nous en sommes expliqués déjà à plusieurs reprises. Troisièmement, je tiens à insister sur le fait que dans les différentes circonstances que je vais évoquer, le texte qui nous est proposé par la commission mixte paritaire respecte en tout point le pouvoir du juge. Qu'il s'agisse des modalités d'exécution de la peine et des réductions de peine pour lesquelles il n'y aura pas d'automaticité, c'est la volonté que nous avons exprimée ensemble, eh bien c'est le juge qui décidera. Pour ce qui est des sanctions pour séjour sur des sites où se développe le terrorisme, le juge statuera en prenant en compte l'ensemble des éléments. Pour ce qui est de la question de l'interdiction de présence sur le territoire, ce sera la décision d'un juge. Le rôle du juge reste donc plein et entier et nul d'entre nous n'a cédé à ce qui était ici ou là demandé, qui consistait finalement à dire qu'il fallait mettre en détention des personnes sur la base de soupçons. Dans notre République, il y a détention à partir de la décision d'un juge, d'un tribunal et d'actes qui sont définis. Cela est un principe de notre droit, nous y sommes fortement attachés. Mes chers collègues, nous avons choisi d'accroître la sévérité, il faut le faire. Nous avons choisi de le faire dans le respect de l'état de droit, car si nous renoncions à l'état de droit, plusieurs d'entre vous l'ont dit avant moi, et nous sommes bien d'accord là-dessus, ce serait la plus grande victoire des terroristes. Nous devons faire preuve de rigueur, de sévérité, dans le respect de l'état de droit. Enfin, nous avons choisi hier au Sénat, et cela a été remarqué, nous avons choisi hier soir lors de la commission mixte paritaire de préférer aux diatribes, aux polémiques, de préférer l'unité, non pas une unité factice, car je crois que l'unité, elle se construit. Nous avons travaillé, nous sommes partis de points différents, nous avons trouvé un compromis qui nous engage tous, parce que nous avons pensé ensemble que cette unité, elle était infiniment précieuse contre la barbarie et contre ces personnes, ces instigateurs qui ne respectent ni la laïcité, ni les valeurs de la République auxquelles nous sommes passionnément attachés et qui nous rassemblent. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole va être dans quelques instants au président Jean Desessard pour le groupe écologiste qui aura 7 minutes. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois, chers collègues,
Nous voici avec le texte de la CMP. Il faut saluer la rapidité du travail. Sans doute s'en réjouir, monsieur le rapporteur, surtout monsieur le ministre, ça correspond au désir du Premier ministre d'avoir un texte unitaire, d'avoir l'unité. Mais en creux, chers collègues, je suis obligé de vous dire que ça pose des questions. Oui, si nous avons réussi en 24 heures à faire un texte qui réunit et qui paraît le meilleur possible, comme cela a été dit, à quoi a servi tout ce temps de discussion? Des lois qui, à chaque fois, se devaient être là pour envisager tous les cas de figure. Répondre. Malgré tout, c'est ça. À chaque fois, on en rajoute. Bien. Revenons sur la position du groupe écologiste. Je vais prendre du temps, Monsieur Karoudji, parce qu'elle n'est pas uniforme. Pas plus de 7 minutes au bien. total. Je resterai dans les temps, Monsieur le Président. L'ensemble du groupe partage deux objectifs. L'efficacité de l'action contre le terrorisme et la deuxième question, le respect de l'état de droit. Et effectivement, chacun de ses membres n'appréhende pas de la même façon la teneur de ce projet de loi. Certains, Monsieur le Ministre, animés par un souci d'action, d'agir, de proposer quelque chose dès maintenant, ont choisi d'accompagner votre démarche. D'autant plus facilement que les dispositions qui posaient le plus de problèmes ont été enlevées du projet de loi lors de la CMP. Mais d'autres, par contre, considèrent que la prolongation de l'état d'urgence qui nous est proposée n'est pas opportune, ne suffira malheureusement pas à empêcher de nouveaux drames, tant la menace à laquelle nous devons faire face peut prendre toutes les formes possibles et qu'il est impossible de les anticiper toutes. D'ailleurs, lors de son interview le 14 juillet, le président de la République annonçait la suspension de l'état d'urgence, qui avait été prolongé 3 fois depuis les terribles attentats du 13 novembre. Ainsi, quelques heures avant le drame de Nice, beaucoup s'accordaient à dire que l'intérêt de l'état d'urgence était devenu faible. Si l'état d'urgence était utile et nécessaire les premiers jours, il devenait évident qu'il perdait de son efficacité au fil du temps. Et c'est paradoxal, c'est le lendemain de la tragédie qu'on remet l'état d'urgence alors qu'il n'avait manifestement pas empêché la tragédie. Mais, Monsieur le ministre, je vous comprends. Si vous aviez arrêté l'état d'urgence 3 mois avant, quelle critique vous auriez eue de la part d'une partie de cet hémicycle et à l'Assemblée nationale en vous disant c'était irresponsable d'enlever l'état d'urgence, pourquoi l'avez-vous fait, et ainsi de suite. Et on voit bien qu'il n'a rien empêché, mais si vous l'aviez effectivement, si vous ne l'aviez pas prolongé, vous auriez été l'objet de toutes les critiques. Et c'est bien là le problème entre nous, cette surenchère. Et on ne prend pas le temps de réfléchir vraiment à son utilité. L'état d'urgence n'est pas quelque chose de neutre. Et nous devons être vigilants à son utilisation, parce que certains d'entre vous disent « Oui, bon, c'est rien, on risque rien, ça sert peut-être pas à grand-chose, mais on le met quand même, c'est une petite garantie. » Mais non, ça porte atteinte à la démocratie. Ce n'est pas neutre, ce n'est pas rien. Le risque est que chaque nouveau drame pousse à renforcer la répression. M. Mézard l'a dit. Quelle sera la réponse s'il y avait de nouveau un attentat? Quelle sera la réponse de cette Assemblée? Quelle sera la réponse de l'Assemblée nationale? Entendre, lors du débat à l'Assemblée nationale, des députés, et non des moindres, proposer l'instauration de camps pour personnes suspectées de terrorisme, c'est inquiétant pour la démocratie. De dire on va faire un camp pour des suspects, on va les enfermer. C'est cela la démocratie. Mais vous êtes dans une démocratie variable. Derrière, certains l'ont dit. On ne va pas s'embêter de barrières démocratiques qui vont nous gêner dans notre action. Mais la démocratie s'est construite au fil des années, au fil des siècles.
Et il y a même eu des morts pour l'obtenir, la démocratie. Et dans de nombreux pays, il n'y a pas la démocratie. Et nous, sous le coup de l'émotion, en quelques heures, on va supprimer des acquis qui ont été mis en place au cours des siècles. Mais c'est très grave. Et donc, la prolongation de l'état d'urgence, ce n'est pas anodin. Monsieur le ministre, beaucoup de propositions ont été faites. Le Parlement a travaillé depuis les attentats de Charlie Hebdo. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale a rendu un rapport formulant des propositions concrètes pour améliorer notre lutte contre le terrorisme. L'urgence est désormais de réfléchir à de véritables réponses à moyen et long terme. Je l'ai déjà exposé hier dans mon intervention. Nous devons analyser les causes de ces attentats, les comprendre et construire une politique pour apporter une réponse globale et efficace. Que ce soit au niveau international, riposter sans qu'une vision stratégique ne solutionnera rien. Toutes les nations doivent agir de concert sous l'égide de l'ONU pour empêcher la progression de Daesh. Dans nos politiques publiques, plutôt que de se limiter à la répression, renforçons les moyens humains et matériels, soutenons les associations, les enseignants, les éducateurs, agissons dans l'éducation et la culture, et d'ailleurs ça a été dit hier, car elles sont le meilleur filtre pour lutter contre le fanatisme et empêcher de nouveaux recrutements. L'État islamique veut nous diviser en jouant sur nos peurs, en nous faisant restreindre nos libertés, en fissurant petit à petit ce qui fait notre force, la solidarité et la fraternité. Ne tombons pas dans leur piège. Monsieur le ministre, chers collègues, je crains que ce texte ne résolve pas la situation, mais il en donne l'illusion simplement. J'ai apprécié le discours de vérité du gouvernement, mais désormais il faut revenir avec lucidité sur l'ensemble des causes qui poussent à cette violence. Il convient désormais de définir un plan d'action par rapport au terrorisme qui se fasse dans le cadre d'une évolution de l'état de droit, mais dans le respect de l'état de droit. Nous sommes dans une société malade et violente, en proie au racisme, à la division et aux inégalités. C'est sur ces mots-là qu'il faut agir de toute urgence. Si nous ne nous penchons pas sur ces problèmes, nous continuerons à subir une société de plus en plus violente et la réponse sécuritaire sera vaine. Ce n'est pas seulement notre organisation policière qu'il faut réformer, mais notre organisation sociale tout entière. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant au Président François Zocchetto pour le groupe UDI, Union centriste. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Après le drame qui a endeuillé le pays, après l'horreur qu'ont vécue et que vivent des dizaines de familles, la puissance publique devait réagir. Réagir avec force, avec détermination. Nos concitoyens réclament plus que jamais de l'efficacité. Alors le gouvernement nous proposait de proroger à nouveau l'état d'urgence pour 3 mois. C'était nécessaire, Monsieur le Ministre, mais ce n'était pas suffisant. Et le Parlement a pleinement joué son rôle depuis mardi, puisqu'il a adopté, outre la prorogation de l'état d'urgence pour 6 mois supplémentaires, il a adopté plusieurs mesures importantes visant à renforcer durablement les moyens de la lutte antiterroriste au-delà du strict régime de l'état d'urgence. Le dialogue entre l'Assemblée nationale et le Sénat, mais également entre la majorité et l'opposition, a été réellement constructif et efficace. Il faut saluer, en effet, ce travail accompli, notamment grâce à l'implication sans faille et à l'expérience de notre rapporteur Michel Mercier et de notre président de commission Philippe Bas. Hier soir, la commission mixte paritaire est donc parvenue à un accord sur ce texte. C'était indispensable, car il me semble que dans un moment aussi grave, il n'était pas concevable que le Parlement ne parvienne pas à un compromis. Michel Mercier a rappelé tout à l'heure les apports qui ont été initiés par le Sénat lors de l'examen du projet de loi. Ces apports ne sont pas tombés du ciel d'un seul coup, ils n'étaient pas le fait de l'improvisation. Ils trouvent leur origine dans un travail profond qui a été mené ici, au sein du Sénat, en commission, en séance publique, lors des commissions d'enquête, lors des missions d'information. C'est là où ils trouvent leur origine, où elles trouvent leur origine, ces dispositions qui sont si utiles. Je ne reviens pas sur le détail, ils ont été évoqués depuis quelques jours. Mais toutes ces mesures ne doivent pas nous faire oublier que dans la période de crise que nous traversons,
La sécurité n'est pas que du ressort de l'appareil d'État. Elle est l'affaire de tous les citoyens, de chacun au quotidien. La seule façon de lutter efficacement contre cet ennemi qui se cache maintenant parmi nous, c'est que nous soyons tous attentifs et vigilants. Et nous avons le devoir, en particulier nous législateurs, de transmettre ce message autour de nous. Bien sûr, il ne s'agit nullement de céder ou de créer une psychose. Il s'agit d'être pleinement mobilisés. La lutte contre le terrorisme est une action très difficile. C'est une action de long terme, nous le savons bien. Elle durera bien évidemment au-delà de l'état d'urgence, parce qu'il faudra bien sortir un jour de cette situation d'état d'urgence qui ne peut pas durer éternellement. Il sera bien notre responsabilité à tous, et à commencer par le gouvernement, d'expliquer à nos concitoyens que la fin de l'état d'urgence ne signifiera certainement pas la fin de la mobilisation sans faille contre le terrorisme. En prenant un peu de recul, je voudrais vous dire également que la situation de crise que nous connaissons depuis plusieurs mois nous plonge dans une très grande perplexité. Quelle est notre capacité, à nous, législateurs, à vous, gouvernement, d'accompagner l'évolution du monde? Internet et la mondialisation, la facilité des modes de communication, tout cela a bouleversé les schémas traditionnels. Ça a modifié les schémas de pensée également. Ça a rendu obsolètes nos réponses classiques et même certains pans de notre législation. Eh bien, cette situation nous oblige à un effort sans précédent pour notre génération, nous qui sommes ici. Il nous faut retrouver des modes opératoires en matière de relations internationales. Il nous faut en retrouver en matière de sécurité publique. C'est une exigence. C'est dire le travail immense qui est devant nous. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Tout d'abord, je veux me féliciter de la qualité, pour l'essentiel, de ce débat, et puis de remercier les présidents Bas, Sueur, M. Zocchetto, M. Mézard, qui se sont exprimés pour expliquer leur soutien à ce texte. Le président des Essarts aussi, qui a montré la diversité, évidemment, de son groupe. Et je voudrais quand même répondre à Madame Assassi, parce que je pense qu'il y a des mots qui ont été dits et qui méritent d'être quelque peu démentis. Tout d'abord, j'ai été un peu surpris de votre intervention, Madame la Présidente, parce que lorsque je vous avais écouté lundi soir dans la réunion que nous avions tenue et où vous étiez exprimé... Pardon ? Oui, je vais y venir, Madame la Présidente, si ça ne vous dérange pas de laisser terminer, pour dire que il m'avait semblé, au moment où vous êtes intervenu lundi soir, tout en montrant et en disant que vous n'étiez pas favorable à l'état d'urgence, et c'est une position connue de votre groupe, il me semblait quand même dans vos propos que vous aviez une certaine discrimination qui pouvait exister entre les positions diverses qui s'étaient exprimées autour des mesures législatives à prendre. Cette discrimination, cette capacité de discernement, je ne l'ai pas retrouvée dans vos propos cet après-midi. Si vous le permettez. Si vous le permettez, parce que, si vous le permettez, j'ai l'impression d'être quand même dans une situation particulière. S'il vous plaît, laissez le ministre s'exprimer. Madame Assassi, je veux aller au-delà des débats sur la question des libertés qui opposent votre courant politique au mien depuis maintenant un certain nombre de dizaines d'années, sur lesquels je n'ai pas besoin de revenir, pour vous dire que spontanément, comme ça, je me sens pas complètement, j'intériorise pas complètement la critique qui est la vôtre. Mais au-delà de cet élément-là, Madame la Présidente, je veux vous dire que dans vos propos, c'est vraiment bon. Non, laissez le ministre extérioriser ce qu'il avait intériorisé. Allez-y. J'ai le ministre, mal à exprimer, j'ai un tempérament un peu où je suis obligé de... Bon, alors, vous voyez, hein, bon. Alors, Madame la Présidente, je disais donc que dans les propos qui ont été les vôtres, je n'ai pas entendu un moment un rapport au fait qu'à aucun moment dans le texte de la CMP, dans ce texte que nous allons voter, il n'y a
une remise en cause, évidemment, d'un principe constitutionnel. À aucun moment, vous n'avez été susceptible de détailler dans votre intervention des points précis où vous mettiez en cause le fait que nous touchions à l'état de droit, ce qui est parfaitement inexact. Et comme, au cas où vous ne seriez pas informé, le débat qu'il y a eu lieu, par exemple, vis-à-vis du Front National ou d'autres forces existant, notamment à l'Assemblée nationale, la question qui est posée encore ce matin dans les interventions sur le compte-rendu de la CMP, c'est bien évidemment de savoir si, oui ou non, on devait toucher à la Constitution ou si, tout simplement, nous étions les uns et les autres, en tout cas nous, prisonniers d'une certaine forme de juridisme. C'est pour vous dire que nous sommes dans un monde qui, me semble-t-il, a changé, sur lequel il faut que vous fassiez, donc, je crois, preuve d'un minimum de discernement, car est-ce que la seule réponse de sécurité et de protection des Français pourrait être donnée par le Front National? Est-ce que c'est ça que vous voulez expliquer? Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui des forces démocratiques qui se rallieraient tous à l'influence idéologique du Front National et que seul vous auriez la capacité de défendre les libertés et les Français? Je crois que cette position un peu ridicule, dans laquelle évidemment l'agressivité dont vous faites preuve à l'instant témoigne encore une fois des gènes de votre position. Je crois qu'il est tout à fait inacceptable de penser que nous nous sommes déterminés et que la majorité de cette Assemblée s'est déterminée sur autre chose que la volonté de protéger les Français en respectant l'État de droit et la Constitution, parce que ces principes fondamentaux sont respectés et doivent être respectés dans cette situation. Et les vrais enjeux, ils sont là, Madame la Présidente, et je regrette que non seulement par vos actes, mais aussi par vos propos, vous ne sachiez pas faire le discernement des véritables enjeux de cette situation. Bien. Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12 du règlement du Sénat, le Sénat qui examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, nous allons nous prononcer par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que l'amendement présenté par le gouvernement, et nous passons à la présentation de cet amendement. Monsieur le ministre, un amendement numéro 1 qui devrait être un amendement C'est un amendement rédactionnel qui indique tout simplement qu'évidemment la mobilisation de la réserve, je salue là Monsieur le Président Karoutchi, bien évidemment, la mobilisation de la réserve se fait en ayant la capacité de consulter les entreprises, bien évidemment. Je crois que c'est un amendement tout à fait utile. L'avis de la Commission. La Commission ne s'est pas réunie, mais elle aurait certainement donné un avis tout à fait favorable que je donne à sa place. Favorable. Monsieur Karoutchi, vous vouliez dire un mot? Juste pour la forme, la demande du gouvernement, correspond en réalité à un élément qui était dans l'exposé des motifs de l'amendement. Il y a donc pour moi zéro problème. Je suis tout à fait d'accord avec l'amendement du gouvernement. Bien. Conformément à l'alinéa 42, à l'alinéa 12 de l'article 42, je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction qui résulte du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par cet amendement. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Le vote est réservé. Non, non, nous votons sur l'ensemble du texte. Le vote est réservé. Je vois que j'ai été écouté jusque-là, donc... Bien. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Je n'en vois point. Je remercie les secrétaires, Jackie Pierre et Madame Colette Mello. Et en application de l'article 60 du règlement, je vous rappelle que j'ai demandé que le vote sur l'ensemble du projet de loi ait lieu par scrutin public. Le scrutin peut-il être ouvert? Il l'est. Le scrutin est ouvert.
Personne ne demande à voter. Le scrutin est donc clos. J'invite Madame et Monsieur le secrétaire à procéder au dépouillement du scrutin. Voici le résultat du scrutin portant sur l'ensemble du projet de loi. Compte tenu des délégations de vote, nombre de votants 346, nombre de suffrages exprimés 342, pour l'adoption 316, contre 26. Le Sénat a donc définitivement adopté le projet de loi prorogeant l'application de la loi relative à l'état d'urgence. Je voudrais en remercier encore le président de la commission, notre rapporteur et l'ensemble de la commission des lois qui, toute sensibilité confondue, n'a pas été ménagée au cours de cette session ordinaire et extraordinaire. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je constate que le Sénat a épuisé son ordre du jour pour la session extraordinaire. Je prendrai acte de la clôture de cette session lorsque nous aurons reçu, monsieur le ministre, le décret de Monsieur le Président de la République portant clôture de la session extraordinaire du Parlement. Cette information sera alors publiée au journal officiel et bien sûr sur le site internet de notre Assemblée. Sous réserve de la publication du décret de Monsieur le Président de la République portant convocation du Parlement en session extraordinaire et de la communication de la lettre d'ordre du jour du gouvernement, la prochaine séance devrait avoir lieu le mardi 27 septembre à 14h30 et le soir, avec l'ordre du jour suivant: lecture des conclusions de la conférence des présidents, puis conclusion de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour une république numérique, puis une nouvelle lecture du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. En cas de publication du décret de convocation du Parlement en session extraordinaire, cet ordre du jour vous sera naturellement confirmé. Je voudrais, en cette fin de session extraordinaire, remercier l'ensemble de mes collègues du Sénat, tous ceux qui ont œuvré à ici exercer la fonction législative, la fonction de contrôle et la fonction prospective, y associer l'ensemble du corps des collaborateurs du Sénat qui sont ici autour de nous, et vous remercier, Monsieur le Ministre. Et je souhaite à chacun un temps de repos. Je ne suis pas tout à fait certain pour certains, mais je souhaite aussi que notre pays aille mieux.
soit moins fragile et reprenne confiance en lui. C'est aussi notre responsabilité. Je vous remercie. La séance est levée.